Chuck Norris n'a pas pu ou voulu le faire. L'homme de 86 ans, longtemps considéré comme invincible, est décédé subitement, laissant ses nombreux fans sous le choc. 9 jours avant sa mort, un homme de 86 ans avait publié une vidéo de lui en train de donner des coups de poing sous le soleil hawaïen, accompagné de la légende « Je ne vieillis pas, je passe au niveau supérieur ». 9 jours plus tard, il n'était plus là. L'homme que le monde avait annoncé mort pendant des années, à coups de canular, s'était en réalité éteint, discrètement, on Marty. Et ce qu'il a laissé derrière lui a plongé sa famille dans un chagrin inimaginable. L'appel téléphonique. Personne ne l'avait vu venir. Le 19 mars 2026, Chuck Norris a été transporté d'urgence à l'hôpital sur l'île de Kauai, à Hawaï. Il y passait ses vacances, dans sa maison en bord de mer sur la côte nord, une propriété dont lui et sa femme, Gina, étaient tombés amoureux des années auparavant. Quelques heures après son admission aux urgences, il s'est éteint. Il avait 86 ans. Pour un homme qu'Internet avait déclaré mort au moins une douzaine de fois, l'annonce officielle fut difficile à accepter. En 2023, des chaînes YouTube avaient publié des vidéos virales affirmant qu'il était décédé dans un accident de voiture. Pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, de fausses publications sur Facebook annonçaient son décès. À chaque fois, il était bel et bien vivant. Ainsi, lorsque le communiqué officiel de la famille a été publié en mars, celle-ci a diffusé un bref message demandant le respect de sa vie privée. La cause du décès n'a pas été divulguée. Les mots qu'ils ont choisis étaient soigneusement pesés, mais une phrase se démarquait. Merci de l'avoir aimé. Merci d'avoir regardé ces films. Merci de vous souvenir de Walker. Merci de l'avoir aimé. Ce choix en dit long sur l'homme qu'il était vraiment, au-delà de ses coups de pied retournés et de sa légende. Quelques heures plus tard, Donald Trump publiait un hommage qualifiant Chuck de type formidable et de dur à cuire. CBS, la chaîne qui l'avait autrefois poursuivi en justice pour des dizaines de millions de dollars, a publié un communiqué élogieux. Hollywood était en deuil, malgré les années de résistance de Chuck. Désormais, la question qui brûlait les lèvres de toutes les publications financières était la suivante. Quel était son héritage? La réponse, environ 70 millions de dollars. Ce chiffre a été confirmé par Celebrity Net Worth, cité par le magazine Fortune et mentionné dans l'article de Newsweek consacré à son décès. Mais ce chiffre, à lui seul, ne révèle presque rien d'intéressant. L'histoire bien plus fascinante est celle de la manière dont il a bâti sa fortune, de ses héritiers et du fait qu'une part importante de celle-ci a failli ne jamais exister à cause d'une bataille juridique qu'il a menée discrètement et gagnée contre l'un des réseaux de télévision les plus puissants de l'histoire. Son patrimoine comprend le ranch Lone Wolf à Navasota, au Texas, d'une superficie d'environ 400 hectares dans le comté de Grimes. Il inclut également une résidence secondaire à Kauai, estimée à 7 millions de dollars, la propriété même où il est décédé. On y trouve aussi la Seaforth Bottling Company, une entreprise d'embouteillage d'eau construite sur le ranch suite à une découverte fortuite et inattendue dans le sous-sol. Ce patrimoine comprend les droits d'auteur de plus de 30 ans de films, un contrat de publicité pour des émissions de fitness qui a duré près de 3 décennies, les revenus de livres, les cachets de parrainage et la diffusion d'une émission de télévision dans plus de 100 pays. Aucun testament n'a été rendu public. En vertu du régime matrimonial de la communauté de biens au Texas, Gina O'Kelly, en tant que conjointe survivante, hérite de plein droit de la moitié du patrimoine conjugal. Le reste est revenu à ses enfants. Il en a eu 5. Issu de 2 mariages et d'une relation qu'il a gardée secrète pendant près de 30 ans. Ce que l'on sait, c'est que Gina détient déjà 51% des parts de Seaforth en tant que PDG, ce qui signifie que l'entreprise restera entre ses mains, quelle que soit la répartition du reste de l'héritage. Le ranch est la résidence principale de la famille depuis que Chuck a quitté Hollywood vers 2012. Leurs jumelles, Dakota et Danielle, aujourd'hui âgées de 24 ans, y ont grandi. Parmi les membres de sa famille qui ne pourront rien recevoir, il y a sa première épouse, Diane Holchek. Elle est décédée en décembre 2025, 3 mois seulement avant Chuck, après une longue lutte contre la démence. Ils étaient divorcés depuis 1989, mais leurs 2 fils, Mike et Eric, sont restés à ses côtés jusqu'à la fin. Dans le dernier chapitre de sa vie, Chuck Norris perdit sa mère et sa première épouse à quelques mois d'intervalle, puis les rejoignit avant le printemps. Ce détail, rarement relayé par les médias, est pourtant essentiel pour comprendre qui était cet homme à la fin de sa vie.
Et un autre secret, enfoui dans cette histoire familiale, demeura inconnu de presque tous, en dehors de son cercle intime, pendant près de 30 ans. L'enfant qui n'était de rien. Avant les 70 millions de dollars, Avant Walker. Avant même un seul coup de pied retourné à l'écran, il y avait un garçon à Ryan, dans l'Oklahoma, si timide qu'il se disait névrosé. Carlos Ray Norris est né le 10 mars 1940 et a failli ne pas survivre à sa naissance. Il est né avec un taux d'oxygène dangereusement bas, ce que les médecins appelaient un bébé bleu. Sa mère, Wilma, était une chrétienne fervente qui a élevé ses 3 fils quasiment seule, tout en exerçant des emplois subalternes. Son père, Ray, était un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale qui, à son retour, était brisé et s'était tourné vers l'alcool, disparaissant pendant des mois. Chuck a écrit que lorsque son père était absent, la maison était plus calme. En sa présence, tout le monde marchait sur des œufs. La famille a déménagé de l'Oklahoma au Kansas, puis en Californie, au gré d'emplois jamais suffisamment rémunérateurs. Chuck obtint son diplôme de North Torrance High School en 1958. Adolescent frêle et peu sportif, il n'avait, de son propre aveu, jamais réussi à accomplir quoi que ce soit de vraiment difficile. Personne, parmi ceux qui le connaissaient alors, n'aurait pu prédire la suite. Il s'engagea dans l'armée de l'air la même année où il épousa également sa chérie du lycée, Diane Holasek. Elle avait 17 ans. Il en avait 18. L'armée de l'air l'a envoyé en Corée du Sud. Et c'est là que ce jeune homme méconnu de l'Oklahoma a découvert ce qui allait bouleverser sa vie. Il est tombé par hasard sur un cours de Tangsudo à la base aérienne d'Osan et en a été immédiatement fasciné. Il s'entraînait 4 heures par jour, 5 soirs par semaine, sous la direction d'un maître coréen nommé Shin Jae-chul. And tries a moise. Il a obtenu sa ceinture noire. Il écrivit plus tard: « Pour la première fois de ma vie, j'avais accompli quelque chose de difficile par moi-même. » Cette phrase est essentielle. Les arts martiaux n'ont pas seulement donné une compétence à Chuck Norris. Cela lui a donné la conviction qu'il était capable de relever des défis. Et une fois qu'une personne a intégré cette conviction, elle passe le reste de sa vie à rechercher des défis à relever. Après sa démobilisation en 1962, il a tenté de devenir policier et a été placé sur liste d'attente. En attendant, il enseignait le karaté dans le jardin de ses parents. En quelques années, il avait créé une chaîne de plus de 30 studios de karaté dans toute la Californie du Sud, comptant parmi ses élèves des célébrités comme Steve McQueen, Priscilla Presley et Bob Barker. Il devint 6 fois champion professionnel de karaté et remporta la triple couronne en 1969. Puis, un soir au Madison Square Garden, il rencontra Bruce Lee. Ce fut le tournant de sa vie. L'amitié qui fut à l'origine de tout. Bruce Lee a repéré Chuck Norris lors d'un tournoi de karaté à New York en 1967 et l'a contacté par la suite. Ils se sont entraînés ensemble pendant 2 ans dans le jardin de Lee à Los Angeles, débattant sans cesse de leur philosophie de combat. Et tous deux ont progressé grâce à cela. Lee a alors fait appel à quelqu'un. Il réalisait un film à Rome, intitulé La Fureur du Dragon, et cherchait un acteur pour incarner le méchant lors du combat final au Colisée. Le gouvernement italien avait refusé l'autorisation de filmer sur place. Lee a filmé illégalement pendant 5 jours. Lorsque Chuck lui a demandé qui gagnerait le combat, Lee a répondu « Je ne veux pas battre le champion du monde. Je veux le tuer. » Le film, réalisé pour 130 000 $, a finalement rapporté environ 130 millions de dollars dans le monde. Chuck Norris est devenu mondialement célèbre pour sa défaite à l'écran face à celui qu'il considérait comme le plus grand maître d'arts martiaux de tous les temps. Après la mort de Lee, en 1973, sa veuve s'est installée à quelques pas de la maison des Norris. Chuck passait ses soirées en famille à raconter au jeune Brandon Lee des histoires sur son père. C'est son ami et étudiant Steve McQueen qui l'a finalement poussé vers le métier d'acteur. McQueen lui a dit sans détour « Tu as le charisme ». Maintenant, il apprend le métier. Chuck s'inscrit à des cours d'art dramatique à la MGM. Son premier film lui rapporte 10 000 $. Aucun studio n'ayant voulu distribuer son deuxième film, Good Guys Wear Black. Il a loué lui-même les salles avec ses producteurs. Tourné pour $1 million, le film en a rapporté 18 millions. Dès lors, Hollywood ne pouvait plus l'ignorer. En 1993, il avait déjà tourné plus de 20 films. Il bénéficiait d'un public fidèle et d'une situation financière confortable, mais il lui manquait encore ce qui allait faire de lui une figure emblématique de la culture américaine. L'émission, que CBS a tenté d'effacer.
La série Walker, Texas Ranger a été diffusée pour la première fois sur CBS le 21 avril 1993 et a failli disparaître aussitôt. La société de production d'origine, Canon Television, a fait faillite durant la première saison. Seul le pilote et 2 épisodes supplémentaires avaient été tournés avant que le financement ne s'effondre. La série a failli être démantelée lorsque CBS a découvert les audiences du premier épisode. Avec un taux d'écoute de 16 et une part de marché de 27%, plus d'un quart des téléviseurs allumés ce samedi soir-là étaient branchés sur une série mettant en scène un Texas Ranger adepte du karaté. CBS a trouvé de nouveaux partenaires et l'a sauvé. S'ensuivirent 9 saisons, 203 épisodes et la première série dramatique de première partie, de soirée de l'histoire de la télévision américaine entièrement tournée au Texas. Chuck assurait la direction artistique via sa société, Top Kick Productions, insistait sur des intrigues morales conformes à sa foi chrétienne, employait son frère Aaron comme coproducteur et interprétait lui-même le générique. CBS a salué le travail des frères Norris, qui ont réalisé 9 années de production dans les délais et le budget imparti. Son contrat prévoyait 375 $ par épisode et 23% des bénéfices. Pour 203 épisodes, ses cachets d'acteurs ont avoisiné les 76 millions de dollars. La rediffusion a décuplé ses revenus. En 1997, USA Network payait 750 $ par épisode. L'émission était diffusée dans plus de 100 pays. Des documents judiciaires déposés des années plus tard ont révélé que les recettes totales de la franchise dépassaient 692 millions de dollars. C'est à partir de ce dernier chiffre que les choses ont pris une tournure dramatique. En 2018, Norris a intenté un procès à CBS et Sony, leur réclamant plus de 30 millions de dollars de bénéfices impayés. Son équipe juridique a démontré que CBS avait structuré ses accords de diffusion et de distribution de manière à éviter l'application de sa clause de participation et ne lui avait déclaré aucun revenu de diffusion depuis 2004. L'affaire a traîné en justice pendant 5 ans avant d'être réglée en juillet 2023 pour un montant non divulgué. La somme versée par CBS dans le cadre de ce procès fait désormais partie de l'héritage de sa famille. Chuck Norris a bâti sa notoriété sur une image très spécifique. Homme fort, fidèle, père de famille, chrétien conservateur, et, pour l'essentiel, cette image était authentique. Mais il y avait un secret bien gardé qui l'a dissimulé pendant près de 30 ans. Le secret de la vie de Norris. En août 1962, alors qu'il attendait sa démobilisation à Riverside, en Californie, Chuck rencontra une femme nommée Johanna dans un bar. Il ne lui dit pas qu'il était marié. De leur brève relation naquit une fille, Dina, en février 1963. Johanna découvrit que Chuck était marié, éleva Dina seule et se remaria. À 16 ans, Dina apprit enfin la vérité à sa mère, qui lui donna une instruction précise. Ne prenez pas contact. Il est marié et père de famille. N'intervenez pas. Pendant 26 ans, Dina a porté le nom d'un père qu'elle n'avait jamais rencontré, ni avec qui elle n'avait jamais eu de contact. Puis, en 1989, le divorce de Chuck et Diana a été rendu public. 2 ans plus tard, Dina écrivit une lettre. Dans ses mémoires de 2004, intitulée « Contre toute attente », Chuck raconte être entré dans son salon et l'avoir vu là. Il écrit qu'à l'instant où il l'a vu, il l'a su sans aucun test ni document. Je n'avais pas besoin de test ADN ni de sang. Il vit son propre visage se retourner vers lui. Ils se mirent tous deux à pleurer aussitôt. La phrase qu'il écrivit ensuite devint l'une de ses déclarations les plus célèbres en dehors des films. Il existe peut-être des parents illégitimes. Je le sais, car j'en étais un. Mais il n'y a pas d'enfants illégitimes. Dina a été pleinement intégrée à la famille. En 2015, Chuck a publié une photo de vacances à Kauai où l'on voyait Dina, son mari et leurs 2 petits-fils sur l'île même où ils décéderaient plus tard. La photo était publique et presque personne ne l'a remarqué car, à ce moment-là, la légende avait déjà tout englouti. Il a eu 5 enfants au total. Mike est devenu cinéaste chrétien. Eric est devenu l'un des coordinateurs de cascade les plus respectés d'Hollywood et a remporté un championnat NASCAR en 2002. Les jumelles Dakota et Dana Lee, nées en 2001, ont grandi dans le ranch texan. Et Dana a prouvé que l'homme derrière la légende était bien plus complexe et humain que ce que les films et les mèmes ont pu laisser paraître. L'année où il a failli tout perdre. Fin 2012, Gina O'Kelly a subi 3 IRM en 8 jours pour évaluer une polyarthrite rhumatoïde.
Chaque examen nécessitait l'injection d'un produit de contraste à base de gadolinium, une substance conçue pour être éliminée sans danger par l'organisme en quelques heures. Dans le cas de Gina, les symptômes n'ont jamais disparu. Quelques heures après la première injection, elle a décrit une sensation de brûlure intense dans tout son corps, comme si de l'acide avait coulé dans ses veines. Elle a été transportée aux urgences plusieurs nuits de suite. Ses symptômes se sont aggravés. Sensation de brûlure dans tout le corps, violent tremblements, lésions rénales, paralysie du bras gauche, troubles cognitifs et atrophie musculaire si sévère qu'elle a fini par survivre grâce à une alimentation infantile. Les médecins ont effectué des tests pour dépister un cancer, la SLA, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Tous les résultats se sont révélés négatifs. Gina a mené ses propres recherches et a conclu que le gadolinium s'était déposé définitivement dans son corps. Lorsqu'elle a présenté ces informations à son équipe médicale de Houston, celle-ci les a ignorées. Elle leur a pourtant clairement affirmé qu'elle avait été empoisonnée et qu'il devait agir sans tarder, faute de quoi elle allait mourir. Chuck a décrit avoir vu la mort dans ses yeux et avoir su qu'il la perdait. Il a contacté un médecin intégratif à Reno, loué un avion privé et fait appel à un ambulancier pour transporter Gina à travers le pays afin qu'elle puisse suivre une thérapie par chélation. Les analyses ont confirmé que son taux de gadolinium était, selon les propres termes du médecin, extrêmement élevé. Pendant 5 mois, Chuck a dormi sur le canapé à côté de son lit, lui a lu 17 livres à voix haute et l'a emmené en Chine pour des traitements à base de cellules souches. Il a déclaré sans ambages aux journalistes qu'il avait abandonné sa carrière cinématographique pour la maintenir en vie. Le coût total, de 2012 à 2017, s'est élevé à environ 2 millions de dollars, presque entièrement à sa charge. En 2017, les Norris ont intenté une action en justice de 10 millions de dollars contre 11 entreprises pharmaceutiques. Tous deux ont témoigné devant le comité consultatif de la FDA en septembre 2017, et la FDA a par la suite voté en faveur de l'ajout de nouvelles mises en garde sur les produits de contraste à base de gadolinium. L'Agence européenne des médicaments a suspendu la commercialisation de 3 produits. La plainte a été retirée volontairement en janvier 2020 sans accord. Chaque partie a pris en charge ses propres frais d'avocat. Maintenant que Norris nous a quittés, voyons ce qu'il a laissé derrière lui. La fortune et la bataille pour son héritage. Son patrimoine de 70 millions de dollars ne repose pas uniquement sur le cinéma. Le partenariat publicitaire de Total Gym avec Christie Brinkley a duré près de 30 ans, a été diffusé dans 85 pays et a vendu plus de 4 millions d'exemplaires. Après sa mort, Brinkley a écrit que l'idée de l'intégrer à l'équipe venait entièrement de Chuck et qu'elle lui en serait éternellement reconnaissante. Ce partenariat reste l'un des plus longs du genre dans l'histoire de la télévision, associant une célébrité à un programme de remise en forme. Le Lone Wolf Ranch a connu un succès fulgurant. En 2011, des ouvriers qui foraient pour trouver de l'eau ont accidentellement mis au jour une nappe artésienne vieille de 23 ans sous des roches volcaniques sur la propriété. Cette découverte a conduit Chuck et Gina à fonder la Seaforth Bottling Company en 2015, en construisant une usine de production capable de remplir 400 bouteilles par minute. L'eau Seaforth est désormais vendue dans les 48 États contigus des États-Unis. En tant que PDG, Gina détient 51% des parts, ce qui signifie que l'entreprise reste entièrement entre ses mains lors du règlement de la succession. Ce Foundation Kickstart Kids, lancé en 1990 avec le soutien du président George H.W. Bush, a permis d'aider 58 écoles du Texas et plus de 120 jeunes au cours de son existence. C'était, de l'avis général, le projet dont il était le plus fier. Ce n'était ni un film, ni une scène de combat, mais une salle remplie d'adolescents apprenant que la discipline forge en eux une force intérieure qui les accompagne partout. Le débat sur la véritable identité de Chuck Norris a éclaté dès sa mort. Chrétien fervent, il affirmait publiquement que la foi était ce qu'il y avait de plus important à ses yeux. Il a longtemps été porte-parole de la NRA. Il a soutenu Mike Huckabee dans une publicité de campagne en 2007 qui a changé le cours de cette primaire, puis a soutenu Donald Trump en 2016. Il a écrit une chronique politique pour World Net Daily pendant près de 20 ans. Après sa mort, un média spécialisé dans le divertissement a publié un article affirmant que ses opinions politiques avaient éclipsé son héritage. La réaction a été immédiate et virulente, alors que le débat était à peine entamé. La fortune est bien réelle.
Le ranch, la compagnie des eaux, les royalties, le règlement du procès, la propriété de Kauai. Tout cela est bien réel et est actuellement partagé entre ceux qui l'aimaient. Mais si sa famille a demandé au monde de les remercier de l'avoir aimé plutôt que de l'avoir regardé, c'est parce que l'homme derrière la légende était toujours plus humain, plus complexe et plus intéressant à connaître que ce qu'on lui a permis de voir. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, car la bataille pour le véritable héritage de Chuck Norris est déjà engagée, et nous voulons savoir exactement quelle est votre position à ce sujet.